oublier un peu la guerre. Voilà, peut-être pour oublier un peu la guerre, c'était la Première Guerre mondiale. Donc c'était la bande-annonce du film Joyeux Noël, réalisé par Christian Clarion en 2005 avec Diane Kruger et Guillaume Canet. Alors je demande à nos deux historiens, à l'historienne française, professeure à la Sorbonne, Hélène Millard-Delacroix, et à l'historien allemand bavarois Andreas Wirsching, quelle est votre réaction côté français? Alors, bon, c'est un film, c'est un peu romancé, et la musique va avec, et le message, on le comprend bien, c'est le message de l'humanité, de la communauté de référence, on fête Noël ensemble. Alors, il y a derrière des réalités historiques, c'est vrai qu'il y a eu à la fois des ras-le-bol, si on veut, de part et d'autre, comme c'est parfaitement dit dans ce générique de film, et puis des fraternisation ponctuelle. Ce que ce film dit, en fait, c'est que la Première Guerre mondiale, dans ses tranchées, avec ce que l'on n'arrive même pas à imaginer, même avec les meilleurs musées comme celui de Meaux ou de Péronne, c'est une expérience abominable et commune. Il faut relire Ceux de 14 de Genevois, voilà, qui a été panthéonisé. C'est quand même le chef-d'œuvre qui rend compte de ça. C'est ça. Avec Le Feu d'Henri Barbus. Ceux de 14, à la limite, il n'avait pas de nationalité. La souffrance était la même. L'opposition entre le front et l'arrière que l'on entend est tout à fait juste aussi. L'essentialisation en disant les Allemands, les Boches, et puis en face. Et en même temps, ce qui est vécu, c'est ce qu'on retrouve à Verdun. On sait très bien que dans l'ossuaire de Douaumont, à Verdun, les eaux qui sont mélangées, ce sont à moitié des eaux allemands et des eaux français, et c'est le même drame. On pourrait presque dire que c'est une guerre civile européenne. Andreas Wirsching, je voudrais rappeler, avant de vous donner la parole, que cette guerre, comme les autres guerres du reste, se sont toujours déroulées sur le sol français, il faut le rappeler, et que ça a eu forcément un impact dans la mentalité collective allemande. Vous écrivez, Andreas Wirsching, dans votre livre, la Première Guerre mondiale a rapproché les Français entre eux, mais pas les Allemands. Expliquez-nous. Oui, tout d'abord, il faut souligner que le message de ce film Joyeux Noël, et il y avait bien sûr des points communs, beaucoup plus de points communs entre ces deux pays que les contradictions, même avant la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale est une expérience commune qui était très importante et a eu des résultats à long terme. Mais en ce qui concerne votre question, c'est bien sûr que les Français ont eu l'avantage, si vous voulez, qu'ils ont gagné la guerre, et on a pu construire le poilu, le soldat, comme héros, hein, comme héros pour la patrie, comme héros pour l'intégration de la société, pour la construction d'une unité nationale, tandis qu'en Allemagne, la guerre était perdue, le poilu allemand, entre guillemets, le soldat simple, a fait le maximum d'efforts, mais sans succès. Et le résultat était qu'il y a moins de chances pour utiliser l'expérience de guerre et les victimes de guerre pour construire une unité allemande. Toujours, si l'expérience de la guerre était évoquée, les clivages dans la société et dans la politique allemande étaient évoqués. Et c'est une différence profonde de l'après-guerre entre la France et l'Allemagne. Alors avant d'en venir à cette période très très riche entre les deux guerres, je voudrais rappeler encore une fois le symbolisme des dates. Le traité de Versailles a été signé, lui aussi, à Versailles. Et si je ne me trompe pas, Hélène Millard-Delacroix, il a été signé le 18 janvier. Alors, il n'a pas également, été signé le 18 janvier, mais la conférence de paix a été ouverte le 18 janvier. Et ça n'est pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard, et Clémenceau a quand même dit, alors cette phrase qui est un peu, pas tout à fait juste, mais qu'en gros l'heure des comptes était arrivée. Et puis l'occupation de la Ruhr aussi. Bien sûr. Qui a eu lieu le 18 janvier, c'est bien ça. Voilà, donc on voit cette ligne de date qui se poursuit dans les relations franco-allemandes que nous étudions à travers le livre de Hélène Millard-Delacroix et Andreas Wirsching, Ennemis héréditaires chez Fayard. Les racines du présent, Frédéric Mounier. Les racines du présent, donc nous tentons de remonter aux racines des relations franco-allemandes à travers les trois guerres qui ont marqué les tensions entre nos deux peuples depuis 1870. Nous abordons cette période très complexe de l'entre-deux-guerres.
On vient d'expliquer que cette Première Guerre mondiale a certes rapproché les Français entre eux, mais qu'elle a exacerbé les tensions entre Allemands. On se souvient qu'en 1933, donc, Adolf Hitler arrive au pouvoir, et puis il y a cet événement du 7 mars 1936, Hitler réoccupe la Ruhr. Hélène Miard-Delacroix, pouvez-vous nous rappeler le contexte? Est-ce qu'on aurait pu arrêter Hitler à ce moment-là? Alors à la limite, je laisserai bien la parole à Andreas Wersching pour parler de cette question, parce qu'on n'est pas toujours sur la même présentation des choses, il le fera beaucoup mieux que moi. Andreas Wersching, vous avez la parole. Expliquez-nous le 7 mars 1936. Oui, c'était un coup de force violant les traités de Versailles, comme le pacte de Locarno, la soi-disant remilitarisation de la Rhénanie. Et en France, bien sûr, à Paris, on a pensé c'est pas possible, il faut résister. Et il faut réagir, si possible, le cas échéant, militairement. Mais le problème était que c'était le gouvernement Sarraut en mars 1936 et en mai 1936, il y avait les élections générales avec la victoire de la Front populaire. Et on a déjà vu une sorte d'érosion de la légitimité du gouvernement Sarraut. Donc c'était de la part d'Hitler, c'était un moment tactique très avantageux pour essayer ce coup de force. Il est rentré dans du beurre politique, c'est ça pour ainsi dire, oui. Et la raison principale pourquoi les Français ont choisi de ne pas réagir était l'attitude de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a dit c'est un événement qu'il ne vaut pas une intervention militaire parce que Hitler a occupé un territoire allemand et il faut pas faire trop en face de ça. C'est la première étape de la politique d'apaisement qui a empêché la France d'agir fortement. Et 2 ans plus tard, en 1938, Hitler envahissait les Sudètes et vous écrivez « Le lapin recule devant le serpent ». Est-ce que cette comparaison rend bien compte de cette fascination, répulsion, tétanisation des relations franco-allemandes? Hélène Miard-Delacroix. Oui, parce que les accords de Munich, dont on sait que ils ont, d'une certaine façon, si ce n'est donné carte blanche, mais au moins une relative bénédiction de l'Angleterre et de la France à ce que faisait Hitler dans les Sudètes, donc qui était considéré comme un territoire de langue allemande, réitère à la fois le fait qu'on a un décalage réel entre un pays, l'Allemagne, qui s'est militarisée et qui se militarise dans les têtes et dans son idéologie, et 2 démocraties en face qui ont absolument pas envie, mais absolument pas envie du tout d'aller vers un conflit. Donc ils voient bien ce qui arrive progressivement, mais ne le veulent pas. Ils le voyaient. Au moins les dirigeants, je pense, avaient quand même la notion de la nature, pas dire, on ne savait de ce qu'était Hitler. Et puis c'est le rejeu aussi de ce que vient d'évoquer Andreas, c'est-à-dire une relative désolidarisation de la part de l'Angleterre par rapport à la France, qui fonde d'ailleurs, et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé, c'est pour ça que je lui laissais très volontiers la parole sur ce point, l'attitude défensive qu'occupe la France depuis 1918, alors que d'une certaine façon elle a quand même gagné la guerre. Or, c'est une constante de la France face à l'Allemagne sur la défensive, prête à ne pas se laisser faire, et en même temps qui perd le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Alors ensuite, on le sait, à l'été 1940, ce fut la défaite, et vous écrivez, Hélène Miard-Delacroix, la défaite française a des répercussions aujourd'hui sur l'image que les Français ont d'eux-mêmes. Que voulez-vous dire sur l'image que les Français ont d'eux-mêmes par rapport aux Allemands, ou sur les images que les Français ont d'eux-mêmes en eux-mêmes, Hélène Miard-Delacroix? Je dirais les deux.
Je dirais les deux. Alors c'est une thèse qui est peut-être un peu osée, mais elle a été aussi fondée par des travaux de sociologues du temps présent, d'aujourd'hui. Il y a une cicatrice. Il y a une cicatrice, la fameuse société de défiance. La défiance française, le manque de cohésion, le manque de confiance en les autres. Que nous vivons aujourd'hui. Que nous vivons aujourd'hui. Qui est tout à fait constaté aujourd'hui également. Oui. Pourrait être une suite lointaine de cette fracture, en fait, très forte, de cette humiliation qu'a pu être déjà la défaite extrêmement rapide de 40, où la France a été écrasée en quelques semaines, quelques jours, et puis donc la capitulation, et puis la collaboration. Et donc l'humiliation de la défaite française, plus l'humiliation de la collaboration. Et ce que je dis, et que je répète très volontiers, le fait que la collaboration ait donné la possibilité à des Français de montrer de quoi ils étaient capables, y compris d'être aussi des salauds dans l'homme, comme avait pu le dire le dirigeant social-démocrate allemand à propos du nazisme, le nazisme révélant le salaud dans l'homme, et que ça, on a du mal à se le pardonner entre Français, et que d'une certaine façon on peut en vouloir à l'Allemagne d'avoir à la fois humilié et révélé cette capacité d'infamie. Alors sur cette infamie et sur cette continuité, Andreas Wirsching, vous écrivez quelques lignes qui m'ont intrigué sur une sorte de continuité après la défaite allemande, après 1945. Vous écrivez la permanence, vous pointez, Andreas Wirsching, la permanence du personnel dans l'administration publique entre le régime nazi et la jeune République fédérale. Les résultats de différentes études qui ont été faites montrent invariablement une grande stabilité. Et vous dites, alors peut-être un peu perfidement, je ne sais pas, mais vous allez nous le dire, je me demande si on ne pourrait pas faire la même chose en France, et ça rejoint le propos de Hélène Millard de Lacroix. Ne devrait-on pas beaucoup plus étudier la 4e République et la 5e à travers le poids des continuités dans la fonction publique? Est-ce que ce drame de la Deuxième Guerre mondiale a révélé le pire à la fois du côté allemand et du côté français d'une certaine façon, et est-ce qu'il n'y a pas eu malheureusement une certaine continuité pour le meilleur et pour le pire? Andreas Wirsching. Il faut distinguer les deux questions, je crois. Il y avait certainement une continuité. En Allemagne, c'est comme vous l'avez dit, il y a une grande gamme de recherches maintenant sur toutes les continuités dans les ministères fédéraux. Et en France, il y a aussi des recherches là-dessus, sur la continuité de Vichy à la 4e République, mais à ma connaissance, on peut bien réfléchir s'il n'est pas nécessaire d'approfondir ces choses. Il faut étudier les personnels de la 2e ligne et de la 3e ligne aussi, les hauts fonctionnaires des ministères, et j'en suis sûr qu'il y a pas mal de continuités qui ne sont pas encore connues. De l'autre côté, en ce qui concerne le régime même, bien sûr, le nazisme a tiré le pire et il a tiré le pire des hommes. Il a donné des gratifications pour faire le mal. Ceux qui ont adapté la morale nazie, pour ainsi dire, et qui ont commis des crimes jusqu'à l'assassinat, ont été gratifiés par le régime d'une certaine manière. Donc c'est bien sûr un régime qui dénonce la tradition de la chrétienté, il dénonce la tradition de droit et des lumières, bien sûr, de droits de l'homme, etc. Donc ça se passe en Allemagne depuis 1933, et d'une certaine manière, c'est exporté dans la France de Vichy, et dans l'occupation, il y a, bien sûr, la collaboration, aussi en ce qui concerne la persécution des Juifs, mais de l'autre côté, il faut toujours souligner le centre de ce mouvement criminel, et à Berlin et en Allemagne, pas dans les pays occupés. Mais en ce qui concerne
le tableau général, il est un sujet de recherche qui va être continué. Alors on en vient maintenant à ce que vous qualifiez de pas de géant, c'est-à-dire que les deux parties, après la Deuxième Guerre mondiale, ont constaté qu'on ne pouvait pas se faire la guerre à chaque génération. Et donc, il y a eu le 22 février 1963 le traité de l'Élysée, il y a eu le plan Schuman que vous qualifiez de pas de géant. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une émission de Stéphane Bern sur FR3, l'émission Secret d'Histoire, qui relate en quelques instants la relation très personnelle entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Si la boisserie demeure un lieu privé, Charles de Gaulle va tout de même faire une exception. Peu de temps après son retour au pouvoir, il organise une rencontre avec le chancelier allemand, Konrad Adenauer. Et pour sceller cette rencontre dans le marbre de l'histoire, il l'invite à colomber les deux églises. Si ça avait été une visite d'Adenauer à Paris, ça prenait le caractère d'une visite d'État à État. Parce que là, c'était un rapprochement véritablement de deux peuples, à travers deux personnes. Il ne faut pas oublier que ça n'est jamais que 13 ans après la fin de la guerre. D'ailleurs, sa nièce Geneviève, qui a été déportée à Ravensbrück, lui écrit « Il n'y a vraiment que vous qui pouviez me faire avaler cette couleuvre ». Au sein même du personnel de la boisserie, il se heurte à des réticences. Ses domestiques lui disent tout net « Moi, je ne servirai pas un Allemand ». Rien qu'à l'échelle de sa propre famille, il se rendait compte que c'était quelque chose de compliqué. Hélène Millard-Delacroix, vous êtes professeure à la Sorbonne, vous co-signez avec Andreas Wirsching ce livre « Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand chez Fayard ». C'était un moment très fort, cette rencontre personnelle entre deux géants de l'histoire, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Oui, c'est un moment très fort, surtout quand ça nous est narré comme ça, au plus proche, notamment des domestiques qui ne veulent pas servir un Allemand. On est 13 ans, on est en 58, hein, on est 13 ans après la fin de la guerre. Et on est en Haute-Marne. Et on est pas loin des champs de bataille. En Haute-Marne, tout à fait. En revanche, je voudrais souligner deux choses. D'abord, il y a la dimension, en effet, personnelle qui est mise en avant, où De Gaulle, qui connaissait bien l'Allemagne, comme tout officier français qui avait fait l'école de guerre, a eu cette intuition qu'il fallait avoir ce lien direct avec quelqu'un qui est un peu quand même de la même famille. C'est l'Europe carolingienne, ce sont des catholiques, tous les deux. Adenauer n'a jamais été un nazi, il a été plutôt persécuté par les nazis, enfermé, attaché à résidence. Et donc il a eu la notion qu'il fallait donner ce signal pour entraîner les populations. Ça, c'est une bonne intuition. C'était pas gagné d'avance. Alors, c'était pas gagné d'avance. En même temps, c'est pas le premier. Alors, c'est aussi une des choses qu'on évoque dans notre dialogue, c'est que on a tendance en France à dire le 22 janvier 1963, c'est le début de la réconciliation franco-allemande. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Alors, c'est pas tout à fait vrai, et c'est ne pas rendre hommage à tous ceux qui, dès 45, il y a des Français et des Allemands. Alors, parmi les plus célèbres, hein, il y a Joseph Rovan, il y a Alfred Grosser. Bien connu des lecteurs de la Croix, il faut le dire. Voilà. Il a été chroniqueur pendant de très longues années dans ce quotidien. Voilà, Alfred Grosser vit toujours et se rappelle toujours de cette ligne qu'il avait de lecture, de dire je ne suis pas. Il était donc né en Allemagne, ayant fui en France avec sa famille et s'étant caché, etc., et étant devenu français. Et il est tout jeune, diplômé de la Sorbonne, et il dit je vais rencontrer des jeunes Allemands parce qu'il est important pour que ça ne recommence pas, que nous fassions se parler. C'était impensable ou pensable à l'époque? Alors, j'allais dire, il y a presque que des gens comme lui qui pouvaient le dire, mais il n'était pas seul, il y avait beaucoup de chrétiens. Ça avait vraiment été une histoire de chrétiens, de gens qui revenaient de camps de concentration et qui avaient découvert, comme le disait Joseph Rovan, qu'en camp de concentration, il y avait aussi des Allemands, pas les camps d'extermination. Là, il parlait de camps de concentration où il y avait des opposants politiques, et que donc, c'était pas un conflit entre France et Allemagne, mais entre eux, tenants de la liberté et de nos valeurs occidentales, chrétiennes et tout ce que l'on veut, face à l'abomination d'un régime totalitaire et d'une idéologie niant la dignité de l'homme. Donc cette réconciliation, elle a été initiée par des individus, par des groupements, dès 1945. Le premier jumelage franco-allemand, c'est déjà 1950. Hein, c'est Montbéliard et Ludwigsburg. 5 ans après. Voilà. Donc, alors, De Gaulle et Adenauer avaient bien compris qu'il fallait installer cela dans les institutions politiques. Alors, on arrive bientôt au terme de cette édition des Racines du présent. Je voudrais quand même évoquer
un événement majeur qui a été la chute du mur et la réunification. Vous dites dans votre livre qu'à l'occasion de la chute du mur, vous nous rappelez ça, peut-être on a un peu oublié, il y a eu comme un malaise en France et certains ont évoqué le retour de Bismarck. Hélène Millard-Delacroix, que s'est-il passé? Alors c'est une histoire maintenant qui est bien travaillée parce qu'on a les archives. Il y a plusieurs strates si vous voulez. Il y a eu à la fois une grande joie dans la population française et en général chez les voisins de l'Allemagne parce que c'était un moment absolument époustouflant et très émouvant. Et en même temps, il y a eu en particulier dans la presse, beaucoup dans les médias, des réflexes. Ces fameux réflexes dont on parlait tout à l'heure. Oui, ce sont anciens, cicatriciels presque. Voilà, ce sont les réflexes avec les stéréotypes du genre. L'Allemagne se serait tenue à carreau tant qu'elle était divisée et maintenant qu'elle allait pouvoir se réunifier, c'était de nouveau la grande Allemagne. Et vous avez Groß Deutschland, etc. Toutes ces associations qui ont, je crois, fait du mal aussi aux Allemands qui ont vu cela et qui ont été surpris de la permanence de représentation, d'hostilité et de danger. Alors sur cette permanence, je me tourne vers Andreas Wirsching. Vous écrivez qu'aujourd'hui, on peut constater une amplification des discours victimaires en Allemagne. Est-ce que vous confirmez cela, Andreas Wirsching, et est-ce qu'on peut dire que cela s'insère dans cette lignée historique qu'on vient d'évoquer tout au long de cette émission, Andreas Wirsching? Oui, le discours victimaire est un signe de la montée de l'extrême droite, malheureusement, parce que c'est toujours un élément de propagande des mouvements extrémistes, des mouvements extrémistes nationalistes, de se poser comme victime des pouvoirs extérieurs ou des traîtres intérieurs, etc. Donc c'est un phénomène qu'on peut observer dans toute l'Europe, malheureusement, et ça a recommencé en Allemagne aussi. Alors je vais vous poser une question très très brève, Andreas Wirsching. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un Trumpisme à l'allemande, c'est-à-dire d'un populisme à l'allemande, ou est-ce qu'on peut craindre une résurgence d'un nazisme à l'allemande, Andreas Wirsching? C'est une nouvelle forme de populisme ou d'une extrême droite. Trump est un phénomène spécifique des États-Unis. Je ne dirais pas il y a une sorte de Trumpisme, mais de l'autre côté, tous ces mouvements en Europe et aux États-Unis sont un peu similaires. Ils s'inscrivent dans la tradition nationale, qui est différente, bien sûr, mais c'est la mise en question de la démocratie parlementaire ou présidentielle au profit d'un pays réel, pour ainsi dire, comme Maurras l'a formulé, et d'un peuple réel qui s'oppose au système démocratique. Et ça, c'est dangereux, et ça existe aussi en Allemagne, mais aussi dans les autres pays, et il faut être très prudent pour éviter des dangers. Merci beaucoup, Andreas Wirsching. Merci également Hélène Millard-Delacroix. Je rappelle, Hélène Millard-Delacroix, vous êtes professeure à la Sorbonne. Andreas Wirsching, vous enseignez à l'université Ludwig Maximilian à Munich. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre qui nous propose un voyage dans le temps tout à fait passionnant. Ennemi héréditaire, au pluriel, avec un point d'interrogation. Un dialogue franco-allemand. C'est publié chez Fayard Histoire. Et le regard que vous portez, on l'a bien entendu pendant toute cette émission, le regard que vous portez sur les relations franco-allemandes est riche d'enseignements pour aujourd'hui. Un grand merci à vous donc. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que la référence du livre de nos invités sur le site de RCF. Et nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine et nous vous remercions pour votre fidélité.
Casimir Delacroix, que s'est-il